Jeudi, jour de paye, mais aussi jour de podcast Leader RH. Merci d'être là et de nous prêter une partie de votre journée, de vos oreilles pour apprendre à découvrir un leader de la communauté RH du Québec. Aujourd'hui, j'ai rencontré Émilie Desbiens, qui est pilote de cercle, donc pilote finance. C'est une DRH, mais dans une entreprise libérée, responsabilisante. Ils ont des titres un peu différents. Donc, on faisait des blagues. C'est la première fois que je recevais une pilote sur le podcast. Ça vole. Inquiétez-vous pas, on va vous présenter tout ça. La structure, on a parlé aussi de rémunération globale. On a parlé évidemment d'entreprises responsabilisantes et entreprises libérées, comment ça peut apporter de la clarté, mais aussi comment ça peut être mêlant quand on est une nouvelle personne qui rentre dans une organisation de ce type-là. On a aussi parlé d'un sujet sensible, mais aussi très d'actualité, qui est l'épuisement professionnel. Pour avoir passé par là, Émilie nous partage qu'est-ce qui l'a mené là, mais aussi comment user de transparence avec son employeur, son futur employeur, fait en sorte qu'elle peut en sortir gagnante, puis elle reconnaît davantage les symptômes ou les situations qui peuvent être plus problématiques. Alors, je vous souhaite une belle écoute. Merci de partager à votre réseau si vous connaissez d'autres leaders RH, d'autres gens en ressources humaines qui mériteraient d'entendre ces partages. Merci de le communiquer. Bonjour Émilie. Bonjour. Bienvenue au podcast Leader RH. Merci beaucoup. Très flattée d'être ici aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, Émilie Desbiens, pilote. On n'a pas une DRH, on a une pilote. Restez avec nous. On va vous expliquer un peu dans le contexte. Donc, pilote, finance, équité et légalité. Tout à fait. Excellent. On comprend entreprise libérée, entreprise responsabilisante, une structure un petit peu différente. Fait que j'ai bien hâte que tu me racontes ça. Avant d'être pilote, t'es une RH, non? Comment les RH sont rentrés dans ta vie? Ça a été quoi ton premier contact? Un concours de circonstances, bien honnêtement. J'ai fait une session en communication pour réaliser que c'était pas ma voie du tout. Et finalement, j'étais voir un conseiller d'orientation, puis mon X dans la vie, c'était de faire la différence. Ce que je voulais, c'était vraiment d'aider les gens de faire différemment. En travaillant dans des milieux industriels, je voulais être sur le terrain. Fait que pour moi, ça allait de soi que j'allais faire relations industrielles là, après avoir discuté avec ce conseiller-là. Donc, je suis partie faire ça. Puis j'ai eu des super de belles opportunités pendant mon bac, dont le village vacances Valcartier. Fait que ça m'a permis rapidement là, de mettre les mains à la pâte puis voir si j'aimais ça. C'était pendant ton stage, dans le fond, que tu as commencé à travailler pour le village vacances? Non, en fait, c'était même pas un stage. C'était vraiment un emploi de conseillère en RH à temps partiel. L'objectif, c'était d'embaucher, faire des embauches massives là, de 500 employés là, par saison. Donc, tu sais, j'ai rapidement été là-dedans, puis faire les questionnaires d'entrevue, rencontrer les gens. Ça m'a sorti de ma zone de confort parce que je suis quand même quelqu'un... à la base, là, j'étais quelqu'un de très introverti. Donc, d'aller au-devant des gens, d'aller leur dire bonjour, puis leur poser des questions, là, c'était très nouveau pour moi. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience. Donc, recruter 500 personnes pour la saison, hein, ouais. pour une saison. Fait que ça, ouais. Un court moment. Fait que, puis c'est aussi des jeunes? Oui, c'est des jeunes, oui, en bas de 18 ans pour la plupart, avec des autorisations parentales à demander et tout le kit, là, ouais. Ah, c'est le fun. Nous autres, on aime ça, le recrutement massif. Là. Tu mets 500, j'ai un petit frisson. Yes! Mais je comprends que tu sors de l'université, ça peut te donner une petite sueur. Oui, tout à fait. Ouais. Dans une journée, là, pour la plupart. Là, donc, c'était des journées portes ouvertes là, qu'on faisait. OK, super. Puis après, le village vacances, tu as fait ça temps partiel? Oui, pendant à peu près 1 an et demi-ish. OK. Puis après ça, j'ai fait un stage au centre jeunesse en santé-sécurité.
Puis après mon stage, là, je suis allée à la Maison provinciale des Ursulines. Donc, non, j'embauchais pas des religieuses. C'est souvent ça la question. Ça peut être difficile. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'embauchais principalement là, les personnes pour s'occuper du centre d'hébergement des religieuses, de la Maison provinciale, qui est un centre de spiritualité et de retraite. Et, est-ce que c'était déjà transformé? Parce que c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Oui, c'était déjà transformé. En passant, là, c'est vraiment ça pour se ressourcer, faire des rencontres dans le Vieux-Québec, la Maison des Ursulines, c'est vraiment super. Oui, non, c'est déjà transformé. Comment c'est travailler? Nous, on est allé faire une réunion là, on a nos Jedi, nos rencontres mensuelles qu'on fait. On est allé le faire, puis j'avais une autre rencontre. On sent... il y a une histoire, puis on a fait un atelier sur la respiration. Comment c'est travailler dans une organisation où le bien-être est mis de l'avant? Est mis de l'avant. Puis avec des sœurs, tu les côtoies? Oui, effectivement. Moi, j'avais des collègues qui étaient des religieuses. C'est un milieu qui est très apaisant. Qui était peut-être trop apaisant pour moi à l'époque. Mais c'est un milieu aussi qui est très silencieux. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. Mais c'est un milieu qui est très à l'écoute aussi. Puis je pense que c'est ça. C'est un milieu qui est très à l'écoute, silencieux, collaboratif. Mais c'est sûr que c'est pas un milieu qui est en pleine expansion. Donc, ça amène son lot de défis là, qui est complètement différent d'une organisation qui est en train de croître, là. Fait que il y a la maison puis le côté public qu'on voit avec le musée, mais aussi prendre soin. Fait que ça ressemble un peu à une résidence personnes âgées. Oui, tout à fait. Donc, j'embauchais là, du personnel infirmier, préposé aux bénéficiaires, aussi tout ce qui était la cuisine, donc les chefs cuisiniers. OK. Ben, t'as bien fait ça parce que la dernière fois, on est allé, c'était très... Ça fait quand même très longtemps. Puis, il y avait quand même un syndicat dans le centre. Donc, il y avait un syndicat qui s'occupait... C'était-tu ton premier contact dans une entreprise syndiquée? Oui, tout à fait. Celui-là, il était à Trois-Rivières. Donc, parce qu'il y avait trois centres, un à Rimouski, un à Québec et un à Trois-Rivières. Donc, ouais, c'était mon premier contact, là. J'étais à la table du comité de relations de travail, là, mais c'est pas moi qui négociais les conditions à l'époque. Mais ça a été un bel apprentissage, puis... une belle ouverture sur comment ça fonctionne. Est-ce que la gestion des conflits a une approche différente aussi j'en ai pas vraiment vécu là, des conflits là-bas. C'était très, très serein, très sain comme environnement. Donc, t'as un grief, tu fais des aoums pour partir négocier ton grief. Mais ça a été un bon départ pour voir qu'est-ce que la bienveillance, puis... comment qu'on peut travailler, collaborer ensemble dans le respect, dans l'humanité, puis dans toute notre écoute. OK. Après que tu as fait ce séjour-là? Oui, après, j'ai eu la chance d'aller chez Agropur. Ouais. Donc, l'alimentaire, là, tu touchais à l'industriel. Ouais. Fait que tu disais, c'est ce qui t'avait chez l'orienteur, du manufacturier. Oui. J'avais très hâte de baigner là-dedans. Mon objectif en allant chez Agropur, c'est de me rapprocher de mon père qui est à Drummondville. Donc, j'ai eu un contrat temporaire pour 1 an à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Donc, j'ai commencé là. Agropur, ça a été tellement une belle école pour moi. J'étais une généraliste, donc j'ai appris de tout, des relations de travail, de la santé-sécurité, du développement organisationnel. Tout, j'ai vraiment... Du recrutement, on en a fait beaucoup aussi. Ça a été vraiment une belle école. C'était une RH à l'intérieur d'une usine, mais qui faisait partie d'un grand tout. D'un grand tout. Donc, tu avais des services, mais toi, tu étais une généraliste. Exact. Accès à des spécialistes, mais toi, tu étais une généraliste. Exactement. Donc, au corporatif, c'est ça qu'on avait des services corpos. Puis nous, on était sur le terrain. Donc, moi, dans le fond, j'avais 2 usines quand j'ai commencé. J'avais l'usine de Plessisville, l'usine de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, dans laquelle j'avais principalement un rôle de santé-sécurité là, à développer, à mettre en place des comités de santé-sécurité, des outils pour les gestionnaires. À ce moment-là, j'étais pas vraiment au comité de relations de travail. Je faisais vraiment de la santé-sécurité et du recrutement. Par la suite, au cours des 6 années que j'ai été là-bas, j'ai pu explorer un peu plus les relations de travail. C'est un bon parcours, là, 6 ans dans une organisation. Tu as le temps de...
On dit souvent, j'ai fait le tour, mais là, tu avais des opportunités de... Non, j'ai jamais fait le tour. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Puis on pouvait aussi avoir des belles opportunités pour aller travailler avec des mandats plus corporatifs. Mais moi, je voulais vraiment travailler plus en santé-sécurité et en relations de travail. Donc, après 2 ans et demi là, à faire plus de la santé-sécurité, j'ai pu aller faire des relations de travail. Donc, je suis allée à l'usine de Beauceville. Donc, j'ai déménagé et je suis repartie pour vraiment aller remettre un peu... la collaboration entre le syndicat et l'employeur. Donc, on a développé des outils pour travailler ensemble, mettre aussi en place tout ce qui est le système d'amélioration continue, développer la santé-sécurité également. Donc, voilà. C'est très différent d'une usine à l'autre, ou vu que c'est du même groupe? C'est très différent parce qu'on ne fabrique pas toutes la même chose. Donc, à Plessisville, c'était du beurre. À Notre-Dame, c'était du fromage. À Beauceville, on faisait du beurre et de l'ensachage. Donc, ça change un peu les processus d'opération, c'est certain. Les structures sont pas mal toutes faites pareilles, par exemple, là, au niveau de l'organigramme. Mais il y a des usines qui s'étaient plus avancées que d'autres là, dans leur processus d'amélioration. Puis en termes de santé-sécurité, tu peux prendre des apprentissages. Tu sais, des fois, dans un groupe, tu as des espèces de tables de concertation ou des tables où tu partages les meilleures pratiques. Là, toi, tu les avais vécues. Exact. C'est ça que je suis allée faire, exactement. Donc, à Notre-Dame, j'avais la chance de travailler dans une usine qui excellait en santé-sécurité. Les résultats étaient excellents, puis nos processus étaient toutes lignes, là, si je peux dire. Mm-hmm. Donc, après ça, j'étais allée transférer ça là, à Beauceville. Puis j'ai également fait l'usine de Québec aussi, une entre elles, sur la 1er avenue. Donc, ça aussi, ça a été une belle implantation de comité de santé-sécurité et de pratique. Parce que c'était le premier balbutiement, mais il en faisait avant, la santé-sécurité. Oui. Mais tu devais changer la façon de faire? Ou? En fait, ce qu'on faisait, c'est que le corporatif nous donnait des programmes, des politiques à mettre en place, puis des procédures. Puis nous, ce qu'on faisait, c'est qu'avec les équipes, avec le comité, on allait voir comment on allait pouvoir l'implanter dans nos sites. Puis on avait aussi là, des meetings santé-sécurité là, qu'on devait animer avec les gestionnaires et mettre en place toutes les structures. Là, par exemple, le travail en hauteur, ça va être quoi la procédure, le cadenassage, les espaces clos. Donc, tout ça, dans le fond, mon rôle, c'était vraiment d'aider, d'accompagner les gens puis de les outiller le mieux possible pour pouvoir se conformer aux exigences corporatives, mais aussi aux exigences légales. Puis s'assurer que ça se fait... Ouais. Dans le respect de la place aussi, puis des processus. Puis, OK. Mettons, tu étais toujours dans un rôle de généraliste à ce moment-là. Puis ça ressemble à quoi, mettons, en termes d'équipe? Tu avais des collègues, tu relevais d'un DRH, tu relevais du corpo, du directeur d'usine. Des fois, dans ces structures-là, des fois, c'est matriciel ou le RH relève de quelqu'un qui n'est pas sur site? Ou effectivement, c'est un peu particulier. Dans le fond, moi, on relevait tout du corporatif. Moi, je relevais d'un chef capital humain qui, lui, relevait d'un directeur capital humain qui était au siège social. Ou sinon, il y avait un nombre d'usines à sa charge. Là, donc, par exemple, les usines dans l'Ouest et dans l'Est. Dans le fond, nos chefs n'étaient pas nécessairement sur place. Là. Donc, moi, quand j'étais à Notre-Dame, la personne pouvait être à Notre-Dame une journée par semaine, puis le reste du temps pouvait être au siège social ou dans une autre usine. Donc, c'était beaucoup de... Fait que tes clients internes sont... C'est les opérations. Les opérations, direction d'usine, direction d'opération, mais qui ne sont pas nécessairement... Ils ne sont pas nécessairement ton boss. Hein? Oui, tout à fait. Donc, on avait autant des objectifs corporatifs que des objectifs opérationnels pour répondre aux besoins. Je prends quelques secondes pendant cet épisode pour remercier Ancia, notre partenaire du podcast Leader RH. Vous savez à quel point ça peut être difficile de recruter 2-3 bons employés. Alors, imaginez devoir en recruter 100, 200, 500. C'est ce que Ancia fait, du recrutement de volume, mais tout en conservant la touche humaine.
Donc, régler tous les problèmes d'attraction, de recrutement et d'intégration pour toute entreprise qui font plus de 100 recrutements par année. Alors, merci Ancia et bonne écoute. OK. Là, tu faisais de la santé-sécurité. Je pense que tu as pu avoir un poste, tu as commencé à toucher un poste de leadership à ce moment-là, de gestion, un peu avant la COVID. Pendant la COVID. Pendant la COVID, là, j'ai eu l'opportunité, dans le fond, d'être chef prévention. Chef prévention, à l'époque, il n'y avait pas d'employés sous moi. C'était vraiment que là, j'allais aider les équipes corporatives à développer les programmes, les politiques et les procédures qui, auparavant, j'implantais. Là, j'allais les développer, donc vraiment développer les programmes. Puis après ça allait repousser dans les usines. Exactement. Tu avais été de l'autre côté du pipeline. J'ai pas fait ça très longtemps. J'ai fait ça environ 3-4 mois. Après ça, j'ai eu l'appel pour aller au SPGQ, donc comme partenaire d'affaires RH. Donc, je voulais aller voir un petit peu l'autre côté de la médaille. C'est un syndicat. Oui, c'est ça. C'est un syndicat. Tu t'en allais être pas conseillère en relations syndicales, tu devenais la RH des conseillers syndicaux. Tout à fait. Donc, au sein du syndicat, il y avait 2 syndicats. Donc, moi et le comité de direction avec le directeur général, là, on mettait en place des éléments pour aider la culture puis amener les gens à briller autrement. Ça m'épate tout le temps. Puis je lance ça dans l'univers. Là. J'aimerais ça voir DRH, VPRH d'un syndicat. Donc, tu travailles dans un syndicat, tu es conseiller RH, donc tu es patronal, mais tu as des syndicats, tes conseillers syndicaux sont syndiqués. Comment tu négocies avec toi-même quand ce sont des gens qui sont habitués de négocier? T'acceptes tout ce qu'ils veulent. En tout cas, ça, c'est vraiment... C'est probablement les plus grands défis, je pense. Oui, effectivement, parce que tu dis ce qu'ils demandent... c'est ce qu'ils demandent aux autres tables de négo. C'est ce qu'ils demandent aux autres tables, puis comme dirigeant ou employeur d'un syndicat, tu peux pas tout donner non plus. Oui, effectivement. C'était un grand défi que j'ai malheureusement pas eu l'occasion de poursuivre. Là. Après quelques mois, j'ai fait un épuisement professionnel. Donc, j'ai été arrêtée pendant à peu près 1 an. Fait que durant cette année-là, j'ai travaillé sur moi. J'ai travaillé à trouver mes limites, à voir quel environnement dans lequel je voulais travailler, puis comment je voulais contribuer. Et sur mon passage, sur mon chemin, est arrivé DMB, distribution alimentaire. Donc, je retournais dans mes vieux amours. Avec un volet alimentaire, mais plus le volet transport. Donc, un monde que je connaissais pas. Il y a quand même beaucoup de particularités là, au transport. Puis là, j'avais l'opportunité d'être une directrice RH, puis de pouvoir implanter un département complètement de A à Z. Parce que tu étais comme la première personne... Il y avait eu quelqu'un avant moi, de passage de courte durée, mais les objectifs étaient différents là, quand je suis arrivée. Donc, on avait vraiment à bâtir l'ensemble de la structure RH. Donc, ne serait-ce que... C'était quelle grosseur, mettons? C'est 330 employés à l'époque, répartis sur 6 entrepôts, là, donc de Rimouski jusqu'à Wendover, en Ontario. OK. Donc, Rimouski, Québec. Il n'y avait pas d'RH. Tu étais la première... Bien, pas la première, mais tu étais la seule. Il y avait eu quelqu'un avant, mais tu étais là pour monter ça. Quand même impressionnant. 300 employés dans... Oui, avec 3 syndicats. OK, puis c'était syndiqué en plus qui faisait relation. C'était les dirigeants? Oui, c'était les directeurs des opérations à ce moment-là. Puis les conventions avaient déjà été négociées. Donc, moi, à la fin de mon parcours, c'était ça. Là, j'étais vraiment dans les négociations des 3 conventions collectives, là, presque en même temps. Donc voilà, fait que j'avais à déployer dans le fond des stratégies de recrutement, déployer la rémunération, mettre en place les structures salariales, élaborer, mettre en place, implanter, développer tous les outils de gestion de santé et sécurité. Puis ça s'était-tu développé par acquisition ou c'est eux qui allaient s'implanter, tu dis, de Rimouski à Wendover? Oui, Wendover, il y avait des achats. Fait qu'il y avait des achats, fait que là, ça arrivait avec des compagnies qui avaient des cultures, qui avaient des politiques, des structures de rémunération, puis tout essayer d'harmoniser. OK, t'as mis un défi? C'était un beau défi. Ouais. J'ai adoré mon passage. Ce fut un très, très beau défi. Puis comment on se prépare à ce genre
défi-là quand on est le premier rôle ou la première personne d'une équipe RH? Comment on prend ça, ce taureau par les cornes? On s'entoure. C'est ça qu'on fait. On va voir les gens autour, puis on prend le temps pendant les 3-4 premiers mois. J'ai rencontré beaucoup de personnes à l'interne pour comprendre la culture, pour voir comment ça se passe. J'avais une liste de questions pour les gens pour dire qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimerais, comment tu veux que ça change, comment tu vois l'avenir des ressources humaines chez nous. Et j'ai pris énormément de temps pour rencontrer le syndicat. Pour moi, c'était vraiment important de comprendre qu'est-ce que les employés vivaient, comment ils voulaient améliorer les choses. Fait que je pense que c'est ça la clé. Puis après ça, quand on n'a pas les compétences nécessaires pour développer des outils, par exemple les structures salariales, ben c'est de s'entourer de gens qu'on connaît avec des experts, puis d'aller au-devant. Puis là, est-ce que tu embauchais ton équipe à l'interne ou tu faisais un mix d'interne puis externe? J'ai embauché des gens simplement à l'externe, comme il n'y avait pas nécessairement d'intérêt ou de compétences à l'interne. Là. Donc, j'ai embauché principalement des gens à l'externe et des stagiaires aussi. Donc, ça a été... Peut-être un bon milieu de stage pour apprendre. Ben oui, c'est ça. Puis elle reste avec nous pendant presque 2 ans. Donc, ça a été vraiment super là, pour ça. Tu me parlais de rémunération dans ce cas-là, où il y avait une idée d'équilibre puis de harmonisation, uniformisation à travers les structures, mais c'était un gros projet, ça, je pense, sur lequel vous avez travaillé toute la rémunération globale, les structures, les échelles. Malgré qu'il y avait des syndicats, il y avait place à amélioration. Oui, puis on avait surtout place à voir une structure dans son ensemble. Parce que souvent, on a tendance à les séparer, les structures de rémunération. Par exemple, les gens en vente, les gens aux opérations, les gens de la direction, mais jamais de regarder le big picture. Okay. Donc, c'est important de pouvoir comparer les catégories d'emploi entre elles, puis voir si ça fait toujours du sens. Et dans le fond, on a utilisé la méthode des points facteurs. Puis j'ai été accompagnée par un consultant à l'externe pour m'aider à développer tout ça. Mais une fois qu'on a développé ça, c'est beau, là, ça vit sur papier, mais comment ça vit dans le quotidien? Comment qu'on fait adhérer les gens à ces structures-là? C'est sûr que d'abord et avant tout, il m'a fallu avoir le buy-in de la haute direction. Donc, de comprendre pourquoi qu'on avait besoin de ça. C'est pas seulement pour l'équité salariale, mais c'est pour comprendre comment nos structures fonctionnent, puis comment la rémunération peut être un outil de management. Parce que c'est très fort, la rémun. Tu peux mobiliser comme tu peux démobiliser les gens en un claquement de doigts. Oui, mais si les gens sont juste mobilisés par l'argent? Bien, justement, il faut trouver d'autres moyens. Puis c'est pas juste le salaire horaire, mais ça va aussi avec tout ce que tu fais autour pour que les gens soient heureux. Puis c'est pas juste de la rémun, c'est de la communication, c'est de l'engagement, c'est d'aller les écouter, de prendre action quand ils nous font une demande. Donc, la rémun, c'est un bon outil, mais après ça, il y a plein d'autres branches autour pour pouvoir mobiliser les gens adéquatement. C'est peut-être la branche la plus tangible. Oui. Qu'on peut sentir parce que c'est sur notre talon de paye ou c'est sur... on peut comparer dans une entreprise. Tu te fais appeler, tu te fais chasser pour aller dans une autre entreprise. Je gagne X, je vais gagner Y, c'est facile, mais tout ce qu'il y a autour, la culture, la reconnaissance, ça, est-ce que tu l'enchasses à l'intérieur de ta politique? Il y en a qui font de la rémunération globale, là, qui vont considérer tout ça. Est-ce que vous êtes rendu jusque-là à reconnaître... Oui. Oui? Oui, chez DMB, on avait un programme de reconnaissance. Puis on avait aussi développé là, en phase 2 de notre structure de rémun, c'était les comptes de gestion de santé. Donc, en fonction des catégories d'emploi dans lesquelles les gens étaient, il y avait droit à un montant par année qui couvrait autant les frais de gym que les psychologues ou peu importe. Donc, on avait là, élargi l'offre de services des assurances collectives, là, qu'on gérait à l'interne aussi. Comment ça réagit? Parce que là, c'est quelque chose que ça ne coûte rien. TRH, tu vois ça, tu dis, je vais mettre ça en place, même si c'est 250, 300 $ de compte de gestion santé, fois le nombre d'employés, ça peut chiffrer vite en tant que tel. Tu te armes comment ou tu vas présenter ça comment?
parce que quelque chose qui ne paye pas présentement, puis là, tu t'en vas à ton comité de gestion, puis tu dis, hey, on va mettre ça, ça va coûter tant. Comment tu prépares ça? Comment tu... Pas justifies, parce que ça se justifie en tant que tel, mais souvent, l'équipe financière ou l'équipe de gestion... ils voient les chiffres, ils voient la dépense. Bien, c'est exactement là où je m'en allais. Je pense que souvent, en ressources humaines, on n'a pas tendance à transformer nos indicateurs ou nos choix en choix financiers puis à l'expliquer en choix financiers. Donc, je m'explique, tu sais, si, par exemple, notre taux de roulement était relativement élevé, si on était capable de mesurer les coûts directs, indirects, puis de dire on pourrait faire des économies de X 1000 $ en faisant telle mesure, c'est sûr que financièrement, les gens vont être capables de mettre de quelque chose de tangible, si je peux dire, puis opérationnellement, ça va être quoi l'impact sur les opérations si tes gens restent là plus longtemps? Fait qu'en termes de formation, ton formateur va avoir moins à former, il va être probablement plus heureux. La personne, quand elle arrive, elle va développer son autonomie, elle va sentir qu'elle a du pouvoir, qu'elle a du contrôle, qu'elle est compétente. Puis, veut pas tout ça, quand on est capable de mesurer ça puis de l'expliquer, je pense que ça aide vraiment beaucoup à la crédibilité des RH puis à faire passer beaucoup plus d'initiatives comme ça. Donc, tu suggérais de prendre nos indicateurs RH qu'on suit puis de les convertir en dollars. Oui, puis de s'allier de personnes expertes là-dedans. Donc, aller voir le contrôleur, le chef finance, puis demander-lui comment que je peux transformer ces indicateurs-là, parce que c'est sûr qu'il y a des chiffres qui sont parlants. C'est juste qu'on les connaît peut-être pas. Mm-hmm. Fait que je prends mon taux de roulement qui est... Tu dis j'ai un taux de roulement de 10 % ou j'ai un taux de roulement de 12 % versus j'ai un taux de roulement de 12 % puis cette année, ça nous a coûté 220 000 $ parce que le temps, le coût de recrutement, le coût de formation, de temps perdu, etc., ça parle 10 %, 12 %, ça dit une chose, mais quand tu te rends compte que ça représente X milliers de dollars, ça change la twist, la conversation. Tout à fait. Puis un exemple très concret, là, chez DMB, quand j'étais arrivée, on était autour de 88 % de taux de roulement. Wow! Ça fait mal. Et quand je suis partie, on était autour de 33 %. Fait que c'est sûr que les économies qu'on a faites pendant les 3 années, on les a réinvesties ailleurs dans quelque chose qui était plus intéressant puis que ça faisait en sorte que les gens avaient envie de rester. Mm-hmm. Mais il y a des outils merveilleux en ligne pour pouvoir calculer notre taux de roulement puis de voir comment on peut améliorer les choses. Ils nous donnent quand même des bons exemples aussi, là. Oui, puis il y a beaucoup d'organisations qui gèrent encore au fichier Excel, là, d'avoir des systèmes RH. C'était-tu du Excel aussi? 300 employés. Il y avait un système de paye, puis c'est ça qui... Malheureusement, s'il n'y avait pas de système d'RH, si on était encore en Excel, oui. Fait que c'est souvent ça. On a un système RH, là, c'est employeur D ou Netris, c'est le système de paye. Tu parlais d'outils. As-tu quelques conseils? As-tu quelques outils que tu... Pour calculer le traitement? SparkB est quand même un bon outil là, pour pouvoir aller rentrer les données à l'intérieur. Ça se calcule automatiquement. Okay. Sinon, si vous utilisez vos propres systèmes de gestion de ressources humaines, il y a peut-être des indicateurs qui peuvent être parlants pour vous, peut-être capable de le mesurer par la suite. Là. OK. Intéressant. Quel autre projet tu as réalisé chez DMB? Parce que là, tu avais à mettre en place la structure puis organiser tout ça. Quel autre projet que tu as travaillé là-bas? Les stratégies de recrutement. Donc, on a revu tout l'affichage pour que ça soit un petit peu plus parlant puis que ça représente davantage l'organisation. Donc, on a un peu... on a tenté de rendre humain le milieu du transport, donc d'être un petit peu plus avec qui tu vas travailler, c'est qui tes collègues, ça va ressembler à quoi ta journée de travail, d'être un peu plus ludique. Et on a aussi travaillé sur ce qui était la visibilité sur nos réseaux sociaux. Donc, on avait une page Facebook puis une page LinkedIn, mais elle était très peu utilisée. Okay. Sinon, je pense que ça fait pas mal le tour de... Okay. Puis évidemment, c'est sûr que la négociation des conventions collectives, ça a fait partie de mon chemin de la dernière année et demie chez DMB. Je me permets, tu arrivais d'une période d'épuisement, tu rentres dans une entreprise où tu as un défi incroyable. Comment on transitionne d'un à l'autre où on était dans
dans les bas-fonds. Puis là, on se sent assez solide pour dire je prends ce défi-là, puis j'y vais. On le dit. On admet qu'on est en arrêt, on l'explique, puis on dit pourquoi. Je pense que plus les gens sont conscients que ça existe, l'épuisement professionnel chez les professionnels RH, parce qu'on aide les gens. Puis il y a très peu de gens qui nous aident autour. Là, souvent, on a tendance à être un peu le sauveur. Là. Je pense qu'on le dit d'emblée. Moi, j'ai pas été gênée de dire dès mon processus d'entrevue que j'étais présentement en arrêt de travail, que j'allais probablement trouver ça très difficile, puis que j'allais demander, j'allais en parler, puis j'ai eu vraiment l'opportunité, la chance, le privilège de travailler avec un directeur général incroyable, très humain, puis on se faisait des touchpoints là, régulièrement pour voir comment ça allait. Puis je pense aussi qu'il faut lever la main. Il faut lever la main quand ça va trop vite. Il faut être capable de mettre ses limites. Il faut être capable de dire quand ça va pas. Puis il faut s'entourer, il faut s'outiller de personnes. Fait que c'est sûr que les accompagnements avec des psychologues n'ont pas arrêté du jour au lendemain. Puis on avait aussi la chance d'être accompagné avec une firme qui s'appelle Interventif, donc qui accompagne des entreprises pour l'humain. Donc, tu sais, de développer des outils de gestion de stress, d'être capable d'avoir des one-on-one avec eux. Fait que l'organisation nous payait ça. Donc, ça nous permettait de se déposer, puis de juste des fois prendre un pas de recul avec quelqu'un de très objectif. Ouais, c'est pas mal ça que je dirais. Puis là, comment PCN est rentré dans ta vie? Parce que là, tu es dans la distribution alimentaire. Tu avais touché avec l'alimentaire avec AgroPeux. Puis là, PCN, clinique de physiothérapeute. Tu t'en vas dans le service. Oui, je voulais tellement aller dans les services. Ah, OK. Je voulais beaucoup... C'est un intérêt. Oui, je voulais beaucoup aller dans les services. Je pense que j'avais fait ma part dans le milieu industriel. J'avais envie d'autres choses. Puis j'ai été chassée, donc... T'avais-tu entendu un peu? Parce que dans la région de Québec, PCN est quand même connu. Vous avez quoi? 20 cliniques? 15 cliniques. 15 cliniques, oui. À peu près 300 employés aussi. OK. Donc, oui, c'est quand même... c'est quand même reconnu là, à Québec. Je les connaissais parce que je m'étais déjà fait traiter là-bas. C'est à côté de chez moi, donc je les connaissais très bien. C'est ça, j'ai été chassée, puis DMB a été racheté là, par un propriétaire unique. Donc, c'était comme un peu l'opportunité pour moi de un changement de garde, ouais, un timing pour toi. Exactement. Donc, là, depuis 1 an et demi, j'ai la chance de m'épanouir chez PCN. Comme humain, mais aussi comme professionnel RH, donc, ou comme pilote de finance, équité, légalité. Pilote de ça. Bon, là, on rentre, là. On rentre dans le sujet. T'as-tu appliqué sur un poste de pilote? Non, j'ai appliqué sur un poste de directrice RH. OK. Ouais. Comprendre que c'est une entreprise. Dites-vous libérée, responsabilisante? Responsabilisante là, pour la plupart du temps, là, mais c'est variable. Donc c'est une variable qui parle? Ben oui, c'est ça. Des fois, on change le langage. OK. Et fait qu'il y a des titres externes, mais vous avez un organigramme puis vous avez une structure interne qui est différente. Si, mettons, t'arrives là, toi, tu connaissais-tu ce concept d'entreprise responsabilisante ou tu l'as découvert? Parce que comme client, peut-être que tu connaissais pas. Non, effectivement. Je connaissais pas du tout ça. Du tout. Fait que là, tu arrives, tu fais un processus, on dit tu vas être DRH, éventuellement pilote de cercle. Ouais. Puis comment tu digères tout ça ou tu apprends tout ça? Moi, quand je suis arrivée chez PCN, j'ai trouvé ça quand même difficile d'apprendre le jargon et de comprendre comment ça fonctionnait. Je me souviens d'avoir eu des discussions en disant, mais qui va autoriser mes vacances? Qui fait ça? Qui fait quoi, comment, pourquoi? C'était très nébuleux à l'époque. Il existait des cercles qui avant s'appelaient des sphères. Donc, on avait des sphères de vision-collaboration, des sphères de qualité, expérience humaine. Bref, on avait 6 ou 7 sphères. Puis moi, je cherchais beaucoup comment ça fonctionnait. Là. Ça manquait de structure pour moi. Tu avais besoin de comprendre. Oui, j'avais besoin de comprendre. Mais je pense que c'était
ça faisait pas super longtemps là, qu'il était dans cette structure-là, depuis à peu près 2020. Donc, il y avait encore certaines initiatives à prendre pour que ce soit plus optimal, mais la culture, la mentalité puis le désir de vouloir changer les choses était là. Donc, dans le courant de mon premier 3-4 mois que je suis arrivée, avec l'équipe de gestion, là, si je peux dire, on a décidé de faire en sorte qu'on allait mettre un petit peu plus de structure là-dedans. Donc, on a mis en place une structure par rôle. Donc, c'est pas moi qui ai chapeauté le projet, là, c'est vraiment plus Annick Ritchie, là, la directrice générale qui a géré l'ensemble du projet. Mais effectivement, maintenant, on a des cercles et non des sphères. On a plusieurs cercles. On a aplati les sphères en cercle. Exact. Donc, dans lequel se retrouvent plusieurs rôles. Donc, dans mon cercle de finances, équité, légalité, on va retrouver des rôles en rémunération globale, on va retrouver des rôles de chargé de prévention, de responsable de paye, et on peut retrouver là, plein d'autres rôles là, dans divers cercles. Quelques secondes pour remercier notre partenaire principal du podcast Leader RH. J'ai nommé Ansia. Ansia qui lance cette année, en 2026, une IA vocale de recrutement, donc qui comprend le québécois. L'idée, c'est de permettre aux candidats d'avoir le choix entre faire une entrevue traditionnelle avec une préqualification traditionnelle avec un recruteur ou de pouvoir, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, faire une entrevue avec un recruteur AI, poser des questions sur l'entreprise et aussi expliquer son parcours. Dans tous les cas, un recruteur humain réécoute la conversation et est en mesure de faire une rétroaction personnalisée aux candidats ou candidates qui ont utilisé l'AI. Avec l'IA vocale de recrutement d'Ansia, c'est donner le choix et garder l'humain. Je terminerai en vous remerciant. Merci d'être là et d'écouter. Merci aussi de partager le podcast et de faire grandir la communauté de leaders RH. Je pense qu'il y a une incompréhension dans l'entreprise libérée ou responsabilisante que, justement, c'est le free-for-all, que c'est un peu n'importe qui peut décider, puis, alors que c'est tout le contraire. C'est d'organiser autour du rôle puis de la fonction en tant que telle plutôt qu'autour de la personne ou du titre. C'est un peu ça? Oui, on pourrait dire ça comme ça. Au départ, là, quand je suis arrivée, j'aurais jamais dit dans mes 3 premiers mois que je trouvais que c'était très structuré, okay, ce style d'organisation-là. Aujourd'hui, je trouve ça beaucoup plus structuré qu'une organisation normale. Tu sais, la fameuse phrase, là, « toute autre tâche connexe », elle n'existe pas chez nous. Non? Parce qu'il y a un rôle pour ça. Fait que toute autre tâche connexe, tu vas prendre un rôle d'authentificateur, tu vas prendre un rôle de responsable de paie, tu sais. Je veux dire, il y a des périmètres qui sont associés à chacun des rôles, ou en tout cas à une partie des rôles. Puis ça te permet de dire, ben moi, j'ai cette redevabilité-là que je dois faire. Ça n'existe plus, là. Moi, je trouve ça vraiment très, très clair. Okay. C'est sûr que maintenant, j'avais un titre de directeur RH pour l'externe. Ben, j'ai peut-être 8 ou 9 rôles différents, mais grosso modo, c'est ce que j'aurais fait comme directrice RH. Oui, c'est ça. C'est pas étranger si ça arrive que dans ton rôle, ta description de fonction de directeur, directrice RH, tu as à mettre en place des mesures pour l'équité, la diversité, tu as à gérer l'impact, la responsabilité, donc le côté légal, finance, la paye, et tout ça. C'est juste que ça a une appellation différente. Exact. Puis notre posture est différente comme pilote aussi. Tu sais, on a une posture d'accompagnement des gens, donc d'alignement, de structure, d'organisation, d'exécution. Mais on a une posture aussi de se donner droit à l'erreur, droit à l'expérimentation, droit d'essayer des choses sans pour autant être puni parce qu'on s'est trompé, comme dans un milieu plus traditionnel où est-ce que souvent on a peur de faire quelque chose parce que ça se peut que je perde ma job, tu sais. Chez nous, c'est pas comme ça. On autorise, on donne le droit à l'erreur? On donne le droit à l'erreur. Et plus loin que ça, je pense qu'on valorise le droit à l'erreur parce qu'en faisant des erreurs, on apprend, puis on est capable de se responsabiliser puis d'être autonome. Donc, ouais, je pense qu'on valorise cette posture-là, d'accompagner les gens aussi dans l'écoute,
dans la bienveillance, dans le respect. On va essayer ensemble de voir comment on peut faire les choses autrement. Donc, je trouve que la posture, elle est différente que dans un rôle de gestion à proprement parler. Puis en termes d'erreurs, tu as dit quelque chose, tu sais, il y a des apprentissages. Je lisais dernièrement, tu sais, il y a des entreprises qui n'acceptent pas l'erreur n'est pas tolérée, puis tu sais que ton rôle est en jeu. Il y a des entreprises qui tolèrent, qui acceptent, mais qui bâtissent pas nécessairement. C'est comme, OK, c'est pas grave. Fait que là, ça amène à une culture un peu de déresponsabilisation. Puis il y a des organisations qui apprennent ça, où ils vont célébrer les erreurs en quelque sorte parce que ça devient des occasions d'apprendre. À ce moment-là, on responsabilise davantage. Fait que le premier stade, on effraie les gens. Le deuxième, on désensibilise tellement que c'est pas grave, je fais des erreurs. Mais le troisième stade, qui est d'amener à qu'est-ce qu'on a appris là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire différemment, tout ça. Là, tu viens vraiment responsabiliser tes gens. As-tu vécu ça, mettons, dans différentes organisations? Ou? Bien, juste la semaine passée, chez PCN, on a fait un exercice, un post-mortem sur le lancement de notre rémunération. Fait que notre rémunération, en fond, on a une cellule de rémun qui travaille pour améliorer soit les structures salariales, soit la rémunération indirecte, là, les assurances collectives et autres. Puis, on se fait un post-mortem pour savoir comment ça a été, c'est quoi individuellement, c'est quoi collectivement, qu'est-ce qu'on a appris. Ça a été quoi les obstacles, les petites roches dans nos souliers là, qui nous ont empêchés d'avancer comme on voulait. C'était quoi les fiertés. Donc, on prend le temps en équipe après chaque projet de regarder un peu en arrière puis de regarder en avant qu'est-ce qui s'en vient pour s'assurer qu'on est aligné. Puis ça, pour moi, ça fait la force du collectif. Mm-hmm. C'est tellement puissant d'être tout le monde ensemble, de dire, OK, voici ce qu'on a fait de moins bon, mais tout aussi valable. Puis comment qu'on fait pour que l'année prochaine, ce qu'on a moins bien réussi, on puisse le réussir l'année prochaine. Fait que... C'est vrai que la méthode post-mortem, c'est pas partout qu'on fait ça, puis on fait pas ça sur tout. Des fois, on fait ça sur des gros échecs, mais on peut faire un post-mortem sur des succès aussi. Quelque chose qui a bien été, puis de célébrer, puis de reconnaître qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui fait que ce projet-là a été un succès. Je pense que c'est une pratique à ramener ou à mettre en place. Puis à la fin de l'année aussi, en tout cas, c'est ma première année, là, mais l'année passée, on a, avec chacun des cercles, on a soulevé les éléments à célébrer. Puis une fois par année, au courant du mois de novembre, décembre, les équipes célèbrent ensemble qu'est-ce qu'ils ont réalisé cette année. Puis même chose, c'est qu'est-ce qu'ils auraient pu faire différemment, mais c'est quoi l'avenir, où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on a appris de ça. Fait que c'est vraiment très beau. Comment ça fonctionne, outre la structure, mais vous avez 15 cliniques, fait qu'il y a des employés dans chaque clinique, il y a des professionnels, y a-tu des physios qui sont aussi propriétaires de leur clinique? Êtes-vous une franchise, un réseau? Juste comprendre un peu. Puis le rôle de ton département, ton cercle, les gens dans ton cercle, ils viennent en support? Vous êtes un service interne? Comment ça fonctionne? Il y a des actionnaires de clinique et il y a des actionnaires de gestion. Au total, les actionnaires sont 38. OK. Oui, il y a plusieurs personnes détenant un nombre d'actions variables. Oui. Les physios sont des salariés à temps plein ou à temps partiel chez nous. Il n'y a pas de consultants. On a des consultants comme des massothérapeutes, des médecins, des kinésiologues. Puis, on a aussi une équipe corporative, l'équipe de soutien qu'on appelle, donc qui vient en soutien aux opérations dans les cliniques. Donc, si une clinique a besoin de recruter une réceptionniste ou tout ça, il fait une demande au corporatif qui va soutenir. Fait que vous faites la paye pour l'ensemble. Oui, mais on a des gens dans les cliniques qui vont nous sortir les rapports de paye, qui vont s'assurer de la concordance entre les systèmes. Puis après ça, ils vont nous envoyer le rapport final pour que nous, on puisse transmettre la paye. Au niveau du recrutement, c'est un peu le même principe. Là. Donc, les gens nous disent dans les cliniques qu'est-ce qu'ils ont besoin. Nous, on procède aux affichages. On fait des entrevues
téléphonique, mais de manière virtuelle, là, quand même un peu plus approfondie. Et c'est dans les cliniques qui poursuivent les entrevues par la suite. Et quand ils donnent leur go, ben nous, on envoie les contrats d'emploi. Puis, on s'assure de la suite des choses. Là. Mais l'intégration, tout ça se passe en clinique. OK. Tu as parlé de rémunération. Tu dis, on vient de lancer notre rémunération. Tu l'avais touchée chez DMB. Chez DMB avant. Qu'est-ce que la démarche a différente chez PCN? C'est une mise à jour annuelle qui se fait au niveau de la rémunération chez PCN. Donc, on a un Google Site avec toutes les pratiques qu'on a en Rémun et tout l'ensemble des salaires. Les structures salariales sont déposées aussi sur notre Google Site. Ce qui a été différent cette année, c'est que, comme je le mentionnais tantôt, souvent on voit les structures de manière indépendante. Donc, par exemple, les physios, les agentes, l'équipe de soutien, mais on ne voit pas nécessairement les impacts quand on modifie une structure. C'est quoi l'impact sur les autres structures? Donc là, cette année, l'objectif, c'est de travailler pour avoir une vue d'ensemble sur les structures salariales. OK. Puis, j'ai vu des trucs de transparence salariale. Les salaires sont publiés. Comment ça fonctionne? Il y a plusieurs niveaux. Là. Ouais. Il y a du monde qui dit qu'ils sont en transparence salariale puis ils ne sont pas vraiment et vice-versa. Dans votre cas, quelle posture vous avez pris? Il n'y a pas de transparence salariale individuelle. Donc, c'est une transparence salariale de manière générale. Donc, on sait les minimums, les maximums. Puis, il y a des points milieux également. Donc, pour tout le monde, c'est disponible là, sur notre site. Et on sait aussi là, quand est-ce qu'on fait, ça va être quoi notre augmentation pour l'année prochaine. Donc, une fois par année, on sort ce qu'on appelle, nous, l'indice PCN. Donc, cet indice-là est remis à tout le monde. Par exemple, là, ça peut être 2 % là, qu'on va remettre à l'ensemble des employés. Puis, par la suite, en fonction de la zone de contribution dans laquelle tu es, tu sais déjà que si tu es dans une zone de contribution X, tu vas avoir le droit à un pourcentage Y. Donc, tu es déjà capable d'anticiper ton augmentation de salaire à ta date d'anniversaire d'embauche. OK. Ah, fait que vous augmentez les gens au fur et à mesure, tout au long de l'année? Oui, tout au long de l'année. Ah ouais? Ça va un petit sourire. Au lieu d'être tout le monde en même temps, ouais. Ça, c'est-tu propre à l'entreprise responsabilisante ou votre structure ou c'est juste... Je pense pas. Je pense que c'est un choix. Okay. C'est un choix que l'organisation a fait par le passé puis qui est encore d'actualité aujourd'hui. OK. Fait qu'à chaque anniversaire de travail, fait qu'il n'y a pas d'évaluation de rendement ou qui est rattaché à ton augmentation salariale. C'est un indice, puis en fonction de où est-ce que tu te positionnes, c'est l'augmentation. Ouais. Il y a des appréciations de la contribution annuellement, mais effectivement, elles ne sont pas rattachées à l'augmentation de salaire. OK. Comment on assure le développement de compétences parce que tu n'es pas physio, vous avez des gens. Est-ce que les collègues se forment entre eux, se coachent entre eux pour développer la compétence, les nouvelles techniques, les nouvelles techniques de soins, ça change souvent. Comment c'est... C'est les cercles, en fait, qui sont responsables là, comme le cercle qualité, donc qualité des soins. C'est eux qui vont être responsables du développement de l'offre de formation, au même titre que le cercle opération là, qui va être responsable du développement de l'offre de formation des agentes. Okay. Donc, c'est vraiment les gens qui sont 100% autonomes et responsables pour développer le cursus. OK. Donc, mais il y a des plans... Il y a des plans pour nos nouveaux thérapeutes et nos nouveaux agentes là, pour l'acquisition de compétences. OK. Intéressant. Tout ça chapeauté par le pilote ou par un rôle. Parce que c'est deux choses différentes. Oui, le pilote, lui, c'est le grand pilote de son cercle. Et dans son cercle, il y a divers rôles. Donc, par exemple, dans si je prends mon cercle, là, il y a un pilote qui est moi, là, de finance, équité, légalité, mais j'ai aussi des rôles de chargé de projet, il y a des rôles de paie, il y a des rôles de support administration, il y a un rôle d'expert financier. Donc, chacun des rôles a des redevabilités. Donc, dans ce cas-ci, pour la formation, on aurait un rôle de coordonnateur de la formation, par exemple, qui pourrait avoir la redevabilité de créer le cursus de formation pour les thérapeutes. OK. Intéressant. Qu'est-ce qu'il y a sur ta table à dessin? Qu'est-ce qu'il y a dans tes projets?
2026 va être une grosse année d'optimisation de nos processus et nouvelle implantation de systèmes financiers, paye et ressources humaines. Donc, ça va être une grosse année de changement, surtout pour notre équipe de soutien. Donc, l'objectif, c'est d'être plus efficace, plus efficient, peut-être capable de donner le meilleur service possible à nos cliniques. OK. Puis, le côté technologie, c'est-tu quelque chose qui est déjà... parce que c'est très humain, là, le service de physiothérapie, à part prendre les rendez-vous et tout ça. Est-ce que c'est une industrie qui est... je pense à l'intelligence artificielle, je pense à toutes les autres technologies. C'est une industrie ou un secteur ou une entreprise qui est très portée là-dessus? Pour l'instant, il y a des discussions en cours, mais il n'y a rien d'amorcé puis il n'y a rien de confirmé. Mais effectivement, l'intelligence artificielle, c'est l'avenir quand même. Donc, on va explorer cette avenue-là. Oui, c'est ça. Parce que tu restes en prestation directe. J'ai vu des robots masseurs ou des choses comme ça qui existent, mais effectivement, peut-être dans le traitement ou dans tout ce qui est autour du service aux patients. Bien intéressant. Vous ne pourrez pas dire qu'on vous écoute pas. Il y en a plusieurs qui nous demandent où est-ce qu'on a pris le jeu Nouvelle Recrue qu'on joue à la fin de nos podcasts avec nos invités. Ben, vous avez juste à aller sur nouvellerecrue.ca. Il est maintenant disponible en ligne, en commande. Vous pouvez vous en faire livrer puis l'utiliser vous aussi avec vos nouvelles recrues pour apprendre à les connaître dans les premières journées, premières semaines en emploi. Alors, amusez-vous autant que nous. nouvellerecrue.ca. Je nous ferai atterrir tant qu'être pilote. Avec notre petit jeu d'accueil et intégration. Je t'inviterai à piger une carte et à y répondre. Je vais mélanger un peu. Sans prendre une... Vie personnelle. Nomme-moi une chanson qui te met de bonne humeur pour démarrer ta journée. Quelle bonne question. En ce moment, c'est Paid to Exist. Paid to Exist? Je connais pas ça. Ben, je la connaissais pas il y a pas si longtemps, okay. Mais merci à TikTok de m'avoir fait écouter cette chanson. Elle a un beat, j'ai aucune idée. Paid to Exist. Oui, okay. Mais j'aime la vibe, j'aime le groove qu'elle a. Ah, on rajoute ça. On parlait, la dernière invitée nous parlait d'un power song, une chanson, Martine de Groupe Allen parlait d'avoir une chanson qui nous met dedans, qui fait que Paid to Exist. Ouais. Okay. On va rajouter ça dans notre playlist, voir si ça nous fait le même effet. Ça va peut-être vous donner envie de danser, là, un petit vendredi soir. Là. Super. Hey, merci infiniment, Émilie. J'ai vraiment apprécié notre conversation aujourd'hui. Bien, merci à toi pour l'invitation. Ça fait un plaisir. À la prochaine. À la prochaine.